Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à ce lendemain d'élection. À l'ordre du jour ce soir, comment les législatives s'inscrivent-elles dans l'histoire politique française? Le journal Le Monde a publié ce soir un texte de plus de 1000 historiennes et historiens, enseignants et chercheurs qui, devant l'histoire, s'inquiètent d'une nouvelle défaite des valeurs, je cite, qui depuis 1789 fonde le pacte politique français. En effet, pour la première fois, un parti d'extrême droite est arrivé en tête dans un scrutin majeur en France, une nouveauté radicale qui conduit chacune et chacun à se retourner justement sur l'histoire du pays, récente ou plus ancienne, pour déterminer ce qui s'est passé et ce qui a conduit à un tel vote. Nous avons réuni ce soir 3 historiens de la France et une socio-historienne pour analyser cette nouvelle donne. Avec nous en studio, Patrick Boucheron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur au Collège de France. Vous avez publié au Seuil en octobre 2023 le livre Le temps qui reste et également Comment se révolter en mai dernier aux éditions Bayard. Avec nous également en studio Nicolas Delalande. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous êtes auteur avec Blaise Truong-Loy du livre Histoire politique du 19e siècle publié en 2021 aux presses de Sciences Po. Avec nous à distance Magali Delassouda. Bonsoir. Ah, je ne vous entends pas, mais vous allez arriver bientôt. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, on vous entend, membre du centre Émile Durkheim. Vous êtes entre autres autrice du livre Les Nouvelles Femmes de droite, publié aux éditions Hors d'atteinte en février 2022. Et vous avez travaillé sur les Gilets jaunes, vous nous en parlerez. Et peut-être justement de cette importance de ce mouvement des Gilets jaunes dans le vote que nous venons de connaître. Et enfin, nous attendons, il va bientôt arriver, Sudhir Hazare Singh à distance. Il est historien et professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Il est auteur du livre Les intellectuels fondateurs de la République, mais aussi d'un livre consacré à De Gaulle et d'un autre, évidemment, d'une série de livres sur Napoléon. Il sera avec nous dans quelques instants. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Je constate, pour le déplorer, que l'ouverture que j'appelle de mes vœux n'a pu se réaliser jusqu'ici aussi largement que je l'avais souhaité. J'ai donc le devoir d'en tirer les conséquences. Conformément à l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations qu'il prévoit, j'ai signé, voici quelques instants, le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'était dans l'ordre d'apparition Jacques Chaban-Delmas, le 30 mai 1968, président de l'Assemblée nationale, qui faisait part de la décision prise par le général de Gaulle après le mouvement de mai de dissoudre l'Assemblée nationale aux députés réunis dans l'hémicycle, suivi de François Mitterrand qui annonçait la dissolution du gouvernement le 14 mai 1988, puis Jacques Chirac le 21 avril 1997. Nous n'avons pas eu le président actuel, Emmanuel Macron, pour pouvoir annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale qui a conduit à ce premier tour des élections législatives. Ça, c'est une approche classique, pourrait-on dire, Nicolas Delalande, de l'histoire politique. On prend toutes les dissolutions et on se dit, voilà, c'est l'histoire politique française. Certes, oui, ça fait là une succession de deux dissolutions qui se terminent par des échecs patents des présidents qui les ont décidés, mais je pense que la crise actuelle va beaucoup plus loin, bien sûr, parce qu'elle remet en jeu l'ensemble des équilibres politiques, sociaux, culturels, intellectuels, en fait, qu'on définit sans doute l'histoire politique de la France. Alors évidemment, on peut remonter à la fin du XVIIIe siècle, mais je dirais surtout depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est la confrontation de définitions, d'appréhension, de conceptions différentes de la chose politique, de la citoyenneté, de la nation, de son ouverture, et des confrontations et tensions entre certaines conceptions de la démocratie pluraliste, ouverte, avec des contre-pouvoirs, avec de l'alternance,
le respect des droits fondamentaux, et de l'autre, une conception du soutien populaire à un parti qui lui-même n'a rien de démocratique. Et donc, ce qu'on a vu hier Mais aussi... c'est pourtant une élection démocratique, on peut dire. Mais c'est dans le sens où, dans l'histoire de France depuis le 19e siècle, on peut avoir des soutiens populaires à des partis, des groupements, des mouvements qui ne sont pas mus directement par une conception de la démocratie qui n'est pas celle seulement issue des urnes, d'un vote, mais aussi d'une conception liée à l'existence d'un espace public pluraliste de contre-pouvoir, du respect du droit, de la Constitution. Et c'est bien sûr ces enjeux-là qui sont centraux dans l'entre-deux-tours et d'ici le vote du 7 juillet prochain. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez au général Boulanger? Vous pensez à quel Je pense moment au bonapartisme, en fait, assez simplement. C'est-à-dire que le bonapartisme, dans ce pays, une tradition très ancienne, qui a une dimension Très populaire. ancienne et très ancrée? Toujours ancré, qu'on avait peut-être un peu oublié. Je pense que, d'une certaine manière, on en retrouve des échos dans la conception du régime qui est porté, par exemple, par le RN, culte du chef, centralisation, parti tenu par une famille, quand même, ça il faut le dire. C'est-à-dire, on peut dire, oui, c'est une élection démocratique ouverte, précisément parce qu'il y a des démocrates. Pour qu'une émission soit démocratique, il faut qu'il y ait des démocrates qui soient présents dans la salle et pas seulement les personnes qui votent pour un parti. Mais la dimension très patrimoniale du rapport à la chose politique, c'est quelque chose effectivement qui s'inscrit aussi dans cette histoire plus ancienne, mais surtout ce fait que cela repose sur une conception de la souveraineté populaire qui n'est pas nécessairement une conception démocratique de la souveraineté, de la citoyenneté et du rapport entre les différents groupes qui composent la société. Alors, vous êtes en compagnie dans ce studio et nous attendons Sudhir Hazari Singh qui ne saurait tarder à distance. Vous êtes en compagnie de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Vous êtes auteur avec d'autres d'un texte qui vient de paraître dans Le Monde cet après-midi qui proclame « Nous, historiennes et historiens, ne nous résignons pas à une nouvelle défaite, celle des valeurs qui, depuis 1789, fondent le pacte politique français ». On peut dire que c'est une pétition, disons, très large. C'est une tribune très large qui a été à l'initiative d'Antoine Lilti, professeur au Collège de France. Professeur au Collège de France, spécialiste des Lumières, qui a quand même recueilli plus de 1000 signatures. C'est pas rien, hein. C'est quelque chose de très large qui vient de différents horizons politiques, de Pierre Nora à Michel Perrault, Mona Ozouf, Michel Vinocq, Jean-Noël Jeannet, enfin bon. Voilà. Pierre Rosanvallon, etc., etc. Il y en a beaucoup, et c'est ça qui est... Et Gérard Noiriel, que nos auditeurs connaissent bien. C'est ça qui est impressionnant et émouvant, de le dire, c'est de voir que dans ces circonstances-là, une communauté, qui est la communauté des historiennes et des historiens, c'est, rétablir les priorités des périls, parce que il y a encore quelques jours, on nous donnait au fond comme prisonniers d'un dilemme, d'une fausse symétrie pour moi entre les deux extrêmes, et aujourd'hui, on est en train de dire, alors, il y a un danger, c'est évidemment le Rassemblement national qui pourrait, et il peut toujours, avoir la majorité absolue et donc gouverner ce pays dans une semaine. Mais enfin, il y a aussi un autre danger qui est une chambre ingouvernable ou une situation politique chaotique. Non. Le chaos politique et social, c'est l'extrême droite au pouvoir. Si tout ce qui n'est pas toute autre solution est meilleure, même si elle est difficile. Et effectivement, ça sera au président de la République qui a raté sa dissolution. Ok, alors on peut rigoler en le comparant à Jacques Chirac, mais Jacques Chirac, ça a été une catastrophe pour lui. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin, en 97, il y a 5 ans de gauche plurielle. Cette dissolution, et c'est pour ça qu'elle est totalement inconséquente et scandaleuse, elle risque de provoquer une catastrophe pour nous toutes et tous. Mais quand vous dites cela, est-ce que vous pensez, Patrick Boucheron, aux électeurs de ce parti, donc ce Rassemblement national, qui, d'une certaine manière, dont beaucoup de gens disent, il ne faut pas les insulter, ils sont des citoyens comme vous et moi, et donc à partir de ce titre-là, il faut les reconnaître comme participants à cette communauté nationale, et donc comme ayant voix au chapitre. Évidemment, c'est la démocratie, et aujourd'hui, il y a apparemment 10 millions et demi d'électrices et d'électeurs qui ont porté leur suffrage pour le Rassemblement national.
nationales. Il y en a eu jusqu'à 13 millions lors du second tour de l'élection présidentielle en 2022 pour Marine Le Pen, ce qui fait qu'il y a encore des réserves de voix. Donc c'est pour cela qu'effectivement il est important de mobiliser tout le monde et en particulier l'électorat modéré. Il ne s'agit absolument pas d'insulter quiconque. Il s'agit juste de désigner le péril. Et le péril, effectivement, c'est, vous l'avez dit Emmanuel Laurentin, la défaite. L'esprit de défaite, un pays qui se rend. On ne peut pas imaginer, c'est pour ça qu'on lit et relit l'étrange défaite de Marc Bloch, pas pour faire des comparaisons avec la guerre. Après tout, si l'extrême droite arrive au pouvoir dans quelques jours, ça sera en période de paix, ça sera la première fois. Mais parce que, alors dans ce cas-là, quel drôle de guerre, on aura un pays se sera rendu sans s'être battu. Or là, pardon, mais pour des valeurs qui sont des valeurs essentielles, en réalité, il y a de quoi se mobiliser. Cette étrange défaite, effectivement, c'est le livre qu'écrit le très grand historien Marc Bloch, auquel nous avions consacré à avoir raison avec il y a quelques années sur l'antenne de France Culture. Marc Bloch, au lendemain de la défaite, une analyse à chaud, pourrait-on dire, peut-être la naissance même de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, puisqu'il écrit dans l'été 1940 cet ouvrage majeur qui sert encore à tous les historiens et à toutes les historiennes. Nous sommes en compagnie de Sudir Azari-Singh. Merci d'être avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sudir. Vous êtes historien de la France à Oxford. Vous avez, j'imagine, regardé ces élections avec le regard de celui qui connaît à la fois le bonapartisme, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Delalande. Vous êtes spécialiste de l'histoire napoléonienne, mais vous êtes aussi spécialiste de l'histoire politique de la France, de Gaulle, sur lequel vous avez écrit, et de bien d'autres sujets, sur les intellectuels français en particulier. Comment lisez-vous ce qui s'est passé avec ce premier tour des élections législatives avec votre connaissance profonde de l'histoire de France? Alors, je vois certaines continuités, certaines permanences qui se réaffirment quand même. Par exemple, les fins de mandat difficiles des présidents, de tous les présidents de la Ve République, de Gaulle jusqu'à François Hollande. Je vois la permanence de l'échec du centre sous la Ve République. Macron est le dernier en date. Mais c'est une longue histoire où le centrisme, c'est-à-dire cette idée qu'on va essayer de construire un consensus autour du centre droit et du centre gauche, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça continue de ne pas marcher. Et je vois surtout certaines permanences dans l'imaginaire. Vous savez, c'est l'un de mes sujets de prédilection. Et je vois cette fascination quand même toujours en France pour le mythe du sauveur, pour l'idée de résistance. Je vois que tous les grands blocs maintenant parlent de résistance. Et en même temps, cette soif de nouveauté, n'est-ce pas? C'est un peu le paradoxe de la situation actuelle. Nous avons tous les grands mouvements, même le macronisme se réclame de l'idée de renaissance. Je vois que M. Bardella annonce une rupture responsable. Et même le Front populaire, évidemment, promet la rupture. Donc, voilà, je vous livre un peu en vrac mes impressions. Mais ce sont les permanences qui me fascinent. On va y revenir dans un instant avec vous. Nous rejoignons maintenant Magali Della Souda qui se trouve à France Bleu à Grenoble, que nous remercions de l'y accueillir. Vous êtes avec nous, vous avez travaillé en tant que socio-historienne sur ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez aussi travaillé sur ce que vous appelez les nouvelles femmes de droite, justement celles qui ont rejoint en particulier ces mouvements multiples à droite de l'échiquier politique, à l'extrême droite de l'échiquier politique. Est-ce que, comme on en parlait à l'instant même avec Patrick Boucheron, cette question des électeurs d'un côté, du parti de l'autre à propos du RN, mais aussi, on pourrait le dire de cela, pour le nouveau Front populaire, est une question importante quand on s'intéresse à un résultat d'élection comme celui-ci, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui a mobilisé des électeurs qui n'allaient pas aux urnes auparavant et qui viennent d'un seul coup massivement aux urnes, en tout cas pour la première fois depuis une quinzaine d'années au moins, et bien se retrouvent donc avec un taux de participation très élevé pour un premier tour des législatives. Alors ça, je vous remercie. C'est une question dont je ne suis pas forcément la spécialiste, celle des comportements électoraux, puisque moi je m'intéresse plutôt à ce qui ne relève pas de l'élection, aux mouvements sociaux, aux mouvements contestataires.
Et des à mouvements droite. sociaux qui peuvent Voilà. conduire justement à des Exactement. comportements électoraux. Et j'allais y venir. Et en travaillant sur ce mouvement social des Gilets jaunes, qui était tout de même hétérogène, très ancré dans les classes populaires, mais avec des rapports très différents à l'expérience politique, dans nos questionnaires, on l'a bien montré, on avait une très forte présence, quasiment un tiers de personnes qui avaient appartenu ou qui appartenaient à un syndicat, par exemple, mais qui étaient assez distants vis-à-vis des partis, qui les rejetaient, qui rejetaient les organisations. Ce qu'on a pu voir, c'est des trajectoires différenciées de parcours de vote, avec un effet consolidant pour certains, notamment pour les électrices et les électeurs qui avaient tendance à voter soit pour la France insoumise, et ils étaient plutôt majoritaires dans ceux qui votaient encore dans notre échantillon par questionnaire. Les collègues qui travaillent sur des données en ligne ont davantage de prédilection pour le Front National ou le Rassemblement National, et donc consolidation aussi pour ces électeurs du RN. On a pu voir des bifurcations, et notamment au moment de la présidentielle sur l'enjeu du vote Macron, du pour ou contre Macron, avec des votes de second tour contre Macron, pour faire barrage à Macron. Et donc là, parcours de vote lié à la manière dont les autorités, et notamment le chef de l'État, a traité ce mouvement social. Et puis le troisième parcours, c'est celui de l'éviction, de la sortie des urnes. Et ça, on a pu le voir avec un effet de politisation et de vote au municipal, et puis de retrait là aux dernières élections. Donc les parcours sont différenciés. C'est difficile de vous faire une seule réponse. Bien sûr, on comprend bien, mais néanmoins, il n'y a pas encore d'analyse possible avec les sorties des urnes d'hier. C'est encore trop tôt pour analyser, pour savoir si certaines des personnes qui ne s'étaient pas rendues aux urnes précédemment, en particulier de ce mouvement des Gilets jaunes, Magali Nella-Souda, n'y seraient pas revenues justement parmi ce fort taux de participation qu'on a connu hier pour les législatives. Nicolas Delalande, cette question sociale, c'est une question importante aussi dans la mobilisation que l'on connaît aujourd'hui, la façon dont beaucoup d'électeurs se sont rendus aux urnes? Oui, tout à fait. Et ça ne commence pas hier, puisqu'on observe un mouvement de polarisation des comportements politiques sur des bases sociales, géographiques, territoriales, en fait depuis déjà plusieurs années. Donc je pense qu'il faut élargir le cadre, c'est-à-dire qu'à la fois on est face à une dramatisation des enjeux, un point de bifurcation, un point aussi de remobilisation, de ressaisir le fait que les valeurs dont on parle, celles dont parle la Tribune des historiens, en fait sont bien sûr des valeurs centrales, fondamentales, mais qu'elles les valeurs de la Révolution française et de la n'ont République. jamais été acquises. Ça a toujours été un combat. C'est-à-dire qu'en réalité, elles ne sont pas apparues comme par magie en 1789, et puis tout d'un coup, là, 2 siècles après, on se rendrait compte qu'elles sont fragiles. Il a fallu les réaffirmer, les affiner, les pluraliser, les confronter à plusieurs occasions. Et je pense que vraiment la séquence qu'on vit, évidemment, il y a eu une précipitation, une accélération du temps politique, les européennes, la décision du président de la République, dont il est seul responsable et dont nous serons les seuls à payer les conséquences. Mais il faut avoir les yeux sur une séquence plus large, c'est-à-dire que on peut penser crise de la mondialisation et des formes démocratiques depuis les années 90-2000. C'est-à-dire que en 2000, beaucoup de voix pensent que la démocratie est le régime triomphant, l'horizon de l'histoire. Et là, la France, comme d'autres pays, constate qu'effectivement, il n'y a pas de linéarité de notre histoire démocratique. Donc il y a cette tendance longue, et cet effritement, cet épuisement démocratique, il est, si vous voulez, il fait le lot des commentaires post-électoraux depuis 30 ans, sauf que là, tout d'un coup, on y est. Nous y sommes. Et puis, il y a tout ce qu'on a vécu depuis 10-15 ans. Quand il y a le quinquennat Hollande qui a durablement fracturé la gauche, le phénomène Macron qui a été une sorte d'accident de l'histoire. Enfin, si on y va, c'est-à-dire que cette prétention à gouverner un pays sans parti, avec un mouvement créé sur Internet sous la forme d'une start-up, c'est la dissolution de cette mythologie, de cette illusion politique à laquelle on assiste aujourd'hui. Et puis les crises sociales qui ont été très fortes depuis les Gilets jaunes, le Covid qui a été une crise majeure, sociale, une expérience aussi assez autoritaire de pouvoir qui a des effets sur la perception de ce qui est légitime ou pas légitime, et puis le mouvement des retraites l'année dernière qui a, si vous voulez, réactivé, à mon avis, l'ensemble de ces très fortes tensions sociales accumulées depuis 15 ans. Patrick Boucheron, Sudi Razarestine parlait d'échec du centre, de mythe du sauveur, etc. Est-ce que tout cela, ça peut être mobilisé pour une compréhension de ce qui nous arrive? En longue durée, comme il le disait, et comme le dit également Nicolas Delalande. C'est vrai que si on prend par exemple cette déclaration étonnante
passionnante de Jordan Bardella qui, à propos du droit du sol, dit « je vais siffler la fin de la récréation », un historien se dit c'est quand même une récréation qui a commencé au XVIe siècle, parce que on parle de notre socle de valeurs républicains, mais d'une certaine manière, là pour le coup, le droit du sol, c'est une tradition plus ancienne encore, monarchique, qui est reprise par la Révolution, qui est réaffirmée en 1889. Donc c'est toute notre histoire en réalité, qui peut, d'une certaine manière, être convoquée pour nous encourager à refuser justement cette défaite. Et bon, je parle du XVIe siècle parce que dans ce cas-là, je m'approche un petit peu de ma votre spécialité. période de référence. Oui, parce que je m'empresse quand même de dire que, contrairement à vos invités, Emmanuel Laurentin, je suis nullement spécialiste de tout ça, mais enfin, je lis. Et lisant, je suis bien obligé, je suis d'accord avec ce qui a été dit, de penser que malgré tout, le temps plus court et aussi explicatif de ce qui arrive, vous parliez, Nicolas Delalande, de la réforme des retraites, on peut dire qu'à bien des égards, le vote Rassemblement national est une vengeance contre la réforme des retraites. Vous parlez de la, je dirais, la manière dont la question sociale est cruciale dans les comportements électoraux. Oui, toutes les études montrent que à l'échelle européenne, c'est les conditions de travail, la difficulté, et même le manque de respect, la question de la reconnaissance de sa dignité au travail, qui fait, d'une certaine manière, les principales causes du vote d'extrême droite. Vous écoutez Le Temps du débat. Nous posons cette question de savoir si les élections législatives s'inscrivent dans l'histoire politique française, en compagnie de nos 4 invités. Vous venez d'entendre Patrick Boucheron, historien, Nicolas Delalande, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po. Sudhir Hazare-Singh était avec nous à distance. Il est historien, professeur à l'université d'Oxford et spécialiste de l'histoire française. Et Magali Delassouda est socio-historienne et directrice de recherche au CNRS. Cette crise devait amener la perspective pour le pays de voir la République tomber, son président s'en aller, et un pouvoir qui ne procédait pas de l'Assemblée nationale. Et puis il se trouve que de toute manière, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors j'ai commencé par là. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Charles de Gaulle devant Michel Droit à la télévision le 7 juin 1968 pour justifier justement cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale après le mouvement de mai 68. C'est un des personnages sur lequel vous avez travaillé, Sudhir Hazare-Singh, et c'est un des personnages auxquels tout président de la République, de la Ve République, tente de se hisser à la hauteur, en tout cas essaye de se montrer dans l'ombre de De Gaulle, puisque c'est lui le fondateur de cette République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai que si il y a une référence historique, un précédent historique auquel le président Macron a peut-être voulu se tenir, c'était cette dissolution de 68 où De Gaulle a cherché à une sortie de crise. Enfin, c'était une crise sociale, mais il a cherché une solution politique à cette crise sociale et ça a marché. Par contre, la dissolution de 2024 ressemble un peu plus à la dissolution ratée de 1997, où le président Chirac avait pris une décision qu'en fait les Français n'avaient pas compris. Et il me semble que c'est ça fondamentalement le cas aujourd'hui. Les Français, à commencer par les propres troupes du président Macron, n'ont pas compris la logique ou la rationalité de cette dissolution. Et au-delà de cela, il me semble que l'autre grand parallèle, et c'est un contraste négatif avec la période gaullienne, c'est que De Gaulle avait toujours compris, bien qu'il se gardait toujours de parler positivement des partis, il avait bien compris qu'il fallait un parti fort, centralisé et bien implanté dans le territoire français
pour soutenir la politique du président. Et l'un des grands échecs du macronisme, c'est justement la faiblesse de cette implantation territoriale de son parti. Et de ce point de vue, il a été un très mauvais élève du gaullisme. Oui, et on peut dire effectivement que ceux qui ont créé un parti fort est désormais enraciné. Magali de la Souda, vous avez travaillé en particulier sur les nouvelles femmes de droite. Eh bien, c'est le RN d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, mais aussi, il faut vraiment le rappeler, aidé en cela par des entreprises médiatiques et politiques qui voient le jour au lendemain des grands cortèges spectaculaires de la Manif pour tous, qui sont des cortèges d'opposition aux politiques d'égalité de genre et de légalisation du mariage civil pour les personnes de même sexe, donc en 2013-2014. Et des entrepreneurs comme Vincent Bolloré, mais d'autres encore, y voient l'occasion de gagner une bataille culturelle. Et sans cette presse qui met à l'agenda les enjeux patrimoniaux du RN, l'immigration, l'insécurité, et qui constamment va utiliser des faits divers pour faire diversion des questions sociales, des questions écologiques, qui sont tout à fait cruciales pour la question de la vie en démocratie. Nous nous affrontons à un étau entre les inégalités socio-économiques et ces inégalités d'accès à des ressources comme l'eau, qui sont très importantes et qui sont occultées dans le débat public. Et ces cadrages-là, cette surmédiatisation des enjeux alliée à une présence, c'est vrai sur le terrain, mais qui n'est pas systématique et qui n'est pas dans tous les endroits. Il n'y a pas de militants RN en zone rurale avec un maillage tel que qu'a pu le connaître celui du Parti communiste. On n'en est pas du tout à ces niveaux-là d'échelon et de finesse territoriale, bien au contraire. Ou même l'UDR du temps de Gaulle et tous les partis gaullistes, effectivement. Oui, mais en revanche, on est sur un militantisme de clavier qui est extrêmement professionnalisé, et j'en veux pour preuve les actions notamment de certaines militantes femmes qui essaient de lier la cause des femmes à celle de la lutte contre l'immigration ou l'islam. Et donc cela, vous pensez que c'est ce travail, alors qui n'est plus un travail de terrain, mais qui est un travail de terrain à distance, pourrait-on dire, qui permet d'entrer dans les foyers par l'intermédiaire du net, qui permet de faire monter la présence du Rassemblement national dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales ? Je pense que c'est une hypothèse qui est à prendre extrêmement au sérieux, et dans les entretiens, on peut avoir effectivement l'expression d'un sentiment d'insécurité alors que le contexte et l'expérience vécue de l'insécurité, des atteintes aux biens ou aux personnes n'est pas l'expérience de la personne avec qui on parle, mais qui va nous dire je l'ai vu, regarde sur cette chaîne, et donc je pense qu'il faut vraiment aussi réfléchir à la manière dont le débat public est organisé par les médias, qui sont un contre-pouvoir, qui sont nécessaires à la démocratie, mais qui, depuis 15 ans, et pas seulement en France, réorientent la discussion publique et la discussion en ligne autour de certains enjeux et avec certains cadrages. Et cela, c'est assez intéressant, Nicolas Delalande, parce que cela nous dit que même si on fait appel à l'histoire pour pouvoir remettre dans le temps long une élection comme celle que nous avons connue hier, il y a tout de même à chaque fois des révolutions techniques, par exemple, qui viennent changer la donne. Cette révolution technique du net, l'usage du net, c'est autre chose que le porte-à-porte, c'est autre chose que les traditionnels meetings, c'est autre chose que les gymnases et les salles de sport dans lesquelles on se réunit pour pouvoir, disons traditionnellement, dans la République, faire sa propagande pour pouvoir se faire élire. Oui, bien sûr, les nouvelles technologies, modes de communication transforment les actions militantes, la circulation des idées, mais je dirais qu'elles peuvent être appropriées par différents bords politiques. La gauche, le centre, mais la droite et l'extrême droite très bien. C'est-à-dire que dans le phénomène de mondialisation des extrêmes droites qu'on observe aujourd'hui, évidemment, il y a des formes culturelles, des formes de communication qui vont être très proches. Le modèle de l'alt-right américaine, de Steve Bannon, le modèle des guerres culturelles qui finalement se sont emparées. Alors, à la fois, bien sûr, de peur, de détestation, de mobilisation qui sont communes, mais aussi, effectivement, de nouveaux rapports culturels
à la chose politique et Qu'est-ce que vous appelez un nouveau rapport culturel? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la diffusion des idées de l'extrême droite passe bien sûr par le RN. Mais si vous regardez le programme du RN, donc évidemment les grands principes y sont, la priorité nationale, un État fort, des mesures de baisse d'impôts, des mesures ciblées et retrait des droits aux étrangers et aux immigrés, c'est le cœur du programme depuis 1972. Mais on a aussi observé comment ce parti, ses leaders, et notamment Jordan Bardella, en fait, essayaient d'en dire le moins possible. C'est-à-dire que ça passe par d'autres canaux qui vont être bien sûr des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, des formes de ceux sur circulation. lesquels a travaillé par exemple dans ces ingénieurs du chaos, celui qui a réfléchi Giuliano d'Empoli a la possibilité justement de déstabiliser des démocraties par l'intermédiaire de cette ces idée moyens on lutte bien sûr sur les idées, c'est le propre du combat politique, mais dans la dynamique de séduction en fait de modèles autoritaires, ça va au-delà de la simple idéologie, dans le sens où précisément le rôle des idées est minimisé par rapport à des formes de lutte culturelle, idéologique qui sont revendiquées par ces camps très fortement, notamment à l'extrême droite. Brièvement, Magali de la Souda, je vais donner ensuite la parole aux autres intervenants. Vous vouliez reprendre la parole? Oui, j'avais quelque chose de très rapide à dire, mais selon moi, l'une des explications du succès des écologistes aux élections de 2019, c'est que nous étions en contexte de mobilisation de gilets jaunes très forte et personne ne pouvait éluder ni cette question sociale, ni la question du climat, puisqu'il y avait les marches climat et le mouvement social était une contestation de la taxe, mais au nom d'une autre écologie. En 2022, cette question-là était absente de la campagne. Elle a été absente de la campagne des européennes, qui n'a porté que sur des questions internationales et sur des questions de sécurité et d'immigration. Nous avons fait cela d'ailleurs dans une émission la semaine dernière. Nous avons traité justement de cet abandon de la thèse et des difficultés autour de la question du réchauffement climatique. Tout à fait, merci. Patrick Boucheron et puis Sully Razarissing. Patrick Boucheron. Oui, nouvelle technologie sans doute, mais les entrepreneurs du chaos, eux, d'une certaine manière, je ne dis pas que ce sont les mêmes, mais enfin en tout cas, on trouve quand même, Magali de la Souda le dit bien, il ne faut pas être non plus naïf, il y a des intérêts financiers puissants, il y a des choix patronaux, il y a Vincent Bolloré qui a évidemment un projet pas simplement industriel, mais politique. Et c'est tout cela qui est mis en branle aujourd'hui et qui l'est depuis bien longtemps. Vous parliez, Nicolas Delalande, de cette question sociale et fiscale, et je crois que dans une tribune récente au journal Le Monde, vous montriez aussi comment, si le programme du nouveau Front populaire a pu être diabolisé par beaucoup et décrit comme extrême, extravagant, délirant, c'est parce que l'idée qui est propre en fait à la culture politique de la gauche réformatrice et redistributrice qui passe par l'impôt pour renforcer les services publics, c'est-à-dire une politique keynésienne assez classique en somme, a été érodée. Enfin, sa confiance a été attaquée depuis des années et des années. Et ça, c'était quand même une opération idéologique qui a été rondement menée. Vous disiez tout à l'heure, Sully Razarissing, qu'il fallait s'intéresser aux questions d'imaginaire politique pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive, mais dans tous les pays, d'une certaine manière, c'est le cas, avec des imaginaires politiques qui sont nationaux, qui sont plus largement, moins largement régionaux. Qu'est-ce que vous vouliez dire de cet imaginaire qui peut ressurgir au moment des élections, par exemple ? Par exemple, ce qui me frappe avec l'extrême droite en France aujourd'hui, c'est qu'elle reprend quand même beaucoup à la fois des discours et de la rhétorique de ce qu'on pourrait appeler la tradition contre-révolutionnaire en France, qui est une tradition très puissante. Elle était monarchique et catholique au XIXe siècle, puis c'est elle qui a quand même fondé la droite nationaliste sous la République, Boulanger, les anti-Dreyfusards, Vichy, Poujade, l'Algérie française. Alors, le Rassemblement national est différent sous certains aspects de tous ces mouvements différents, mais il représente quand même la continuité d'une droite populiste, xénophobe, anti-élitiste, anti-parisienne et autoritaire.
Et lorsque Marine Le Pen et Jordan Bardella utilisent certaines expressions et certaines phrases, ils font appel à cet imaginaire-là qui reste très puissant en France aujourd'hui. Et un mot Comment aussi pour expliquer cette, revenir au gaullisme, comment il me expliquer, semble. comment expliquer cette puissance contemporaine de vieux mythes politiques qui remontent au moins à la Révolution française et à ses suites? Eh bien, vous savez, moi, Emmanuel, je suis un continuiste. Je pense que depuis la Révolution française, les régimes politiques se succèdent en France, mais elles gravitent autour de certains principes fondamentaux qui restent plus ou moins inchangés. À gauche, c'est l'éternelle querelle entre le jacobinisme et la gauche libérale. À droite, c'est la querelle entre la droite autoritaire et la droite républicaine. Et le centre, excusez-moi, mais le centre se cherche toujours et il s'est toujours cherché. Le centre introuvable. Tocqueville a écrit des lignes magnifiques là-dessus au XIXe siècle. Ouais. Vous parlez dans la tribune que vous avez signée dans Le Monde cet après-midi, Patrick Boucheron, de l'instrumentalisation du passé. Ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui? Ça veut dire que de l'histoire, on ne retient qu'un cabinet de curiosité dans lequel on va puiser ce qui nous arrange et des vérités. Voilà. Un coup la moustache de Clémenceau, un autre coup. Alors qu'en fait, c'est autre chose l'histoire. C'est autre chose et c'est effectivement, comme on l'a entendu aujourd'hui, des cultures politiques. Et ça, je crois qu'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas de tradition politique et qu'il a cru effectivement les transcender, eh bien, se les reprend en pleine face. On peut quand même s'accorder sur le fait qu'il a très largement sous-estimé la culture politique de gauche qu'il ne connaît pas et que la manière dont, en quelques jours, le nouveau Front populaire s'est formé l'a surpris. Et ça, c'est parce que, d'une certaine manière, et alors il ne reste plus rien du macronisme, puisque on voit bien que les ministres sont plus ou moins, s'accordent plus ou moins à l'idée qu'ils vont devoir se désister en fonction de leur famille politique d'origine. Donc, il y a quand même une inertie très forte des cultures politiques en France. Un dernier mot, Nicolas Delalande. Oui, je pense dans le rapport à l'histoire, il y a un principe de cohérence en fait. Donc on peut mentionner encore le président de la République, mais il est inconcevable de faire voter en décembre dernier le projet de loi immigration et ensuite de commémorer en ces termes la figure de Manouchian au Panthéon. De même qu'on ne peut pas commémorer cette figure glorieuse de l'histoire française, de la résistance de Manouchian, et ensuite dénoncer le péril immigrationniste, communiste, etc., et collectiviste en France. Donc il y a le problème de la manière dont les acteurs s'éloignent en fait de principes de cohérence historique, et surtout le sujet de fond, en fait, c'est la peur de la diversité, qui est une forme de déni de ce qu'a été l'histoire de la société française depuis le XVIIIe siècle, voire plus loin, et donc il y a la reconstruction d'un passé homogène fantasmé qui est en fait la négation totale de l'histoire de ce pays. Merci en tous les cas à tous les quatre. Merci à vous Magali Della Souda et merci à France Bleu qui vous accueille dans ses studios à Grenoble. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes autrice du livre Les Nouvelles Femmes de droite, publié aux éditions Hors d'atteinte en 2022. Nicolas Delalande, vous êtes professeur au Centre d'histoire de Sciences Po, auteur avec Blaise Truong-Loy du livre Histoire politique du 19e siècle, publié aux presses de Sciences Po. Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, vous avez publié le livre Le temps qui reste et comment se révolter. C'était en mai dernier aux éditions Bayard. Et Sudi Razarissig, eh bien, merci d'avoir été avec nous. Historien, professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et vous êtes auteur de 5 études sur la pensée politique du 19e siècle, publiées en mai 2023 aux éditions du Bordelot. C'était Le temps du débat préparé ce soir par Mathias Mégy, Fanny Richer, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Dalia.